Les habitants du camp de Malkohi, dans le nord-est du Nigeria, se sentent abandonnés alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle. Muhammadu Buhari reste pourtant leur espoir afin de retourner un jour chez eux. Le gouvernement centrafricain s'est voulu rassurant ce mercredi. L'accord de paix signé le 6 février est en train d'être mis en œuvre. C'est en tout cas ce qu'a assuré le ministre de la Communication. Human Rights Watch a appelé ce mercredi le Parlement tunisien à abandonner ou réviser un projet de loi sur les pouvoirs du gouvernement. L'ONG estime que cette loi équivaut à un retour en arrière. Nouveau journal sur Sika. Merci d'en prendre le rendez-vous. Du 21 au 26 février prochain se déroulera le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 au Bénin. Cette édition connaît quelques innovations dans le processus électoral avec notamment l'entrée en vigueur du nouveau code électoral. À la fin de la réception des dossiers, la Sénat aura 8 jours pour délibérer et publier la liste retenue pour la course au scrutin. Emmanuel Tiondo, président de la Sénat, pour plus de précisions. Conformément aux dispositions du Code électoral et au calendrier électoral rendu public le 22 janvier par la Sénat, le processus de l'organisation des élections législatives du 28 avril 2019 dans notre pays entrera demain, jeudi 21 février, dans l'une de ses phases décisives avec la réception au siège de l'institution des déclarations de candidature des partis engagés dans la compétition électorale. Les déclarations de candidature s'effectueront selon les nouvelles règles définies par ces lois, notamment les dispositions des articles 43 à 47 du Code électoral. Aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès. Cette disposition signifie que dès lors qu'un dossier est reçu à la Sénat, il n'est plus possible de le retirer ni d'en modifier le contenu. J'invite les candidats et les partis politiques à faire preuve de vigilance, de grande attention et de rigueur dans la constitution des dossiers de candidature et à s'assurer de leur complétude avant de se présenter devant les agents récepteurs au risque de voir ces dossiers rejetés déjà à la phase de leur enregistrement, même si ce rejet peut faire l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle. Les habitants du camp de Malkohi, à l'extérieur de Yola, dans le nord-est du Nigeria, se sont abandonnés alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle. Beaucoup vivent dans ces camps depuis plus de 5 ans après avoir été forcés de fuir leur maison pendant l'insurrection de Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari, en lice pour un second mandat pour les élections reportées à samedi prochain, a été élu en 2015 sur la promesse d'éradiquer le groupe. Mais nombre d'entre ces déplacés gardent espoir de rentrer chez eux grâce au président. Reportage. Idriss Abdullahi était autrefois un petit chef d'entreprise prospère et le mari de 4 femmes jusqu'au jour où les insurgés de Boko Haram ont pris le contrôle du nord-est du Nigeria, le forçant à quitter son foyer. Cela fait 5 ans maintenant qu'il vit sous une tente dans un camp installé dans le village de Malkohi, non loin de Yola, la capitale de l'État de l'Adamawa. L'homme tente de joindre les deux bouts en revendant du bois de chauffe, mais ses revenus sont si maigres qu'il a dû se séparer de l'une de ses épouses. Nous n'avons ni nourriture, ni endroit pour dormir, ni vêtements, ni rien pour prendre soin de mes enfants. Tous mes enfants sont encore ici, pas d'école islamique, pas de business. Avant, quand je faisais mes affaires à Goza, mes enfants apprenaient de moi, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui va arriver à mes enfants. Peut-être que comme ils ne me voient pas faire des affaires parce que je suis juste assis, ils pourraient penser que je suis paresseux. Les déplacés de Malkohi ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. En 2015, le groupe a même commis un attentat juste à l'entrée du camp. Mais leur soutien au général Buhari, élu sur la promesse de mettre un terme à Boko Haram et candidat à un nouveau mandat, ne faiblit pas. Après tout, assure Abdullahi, c'est lui qui nous a sauvé la vie.
Oui, nous sommes prêts à voter, même avec la faim. Même si nous n'avons pas de nourriture, nous devons aller voter. C'est encore plus important avec la faim que nous vivons. Nous allons voter pour Mouhamadou Bouhari pour qu'il nous sorte de la souffrance dans laquelle nous sommes. Un sentiment partagé par la grande majorité des déplacés du Borno. Autant de voix électorales qu'il ne faut pas négliger. 400 000 personnes déplacées auront la possibilité de voter samedi dans une dizaine d'unités électorales dispersées dans l'état du Borno. Dans la Damawa aussi, de nombreux camps seront équipés de bureaux de vote. État d'origine du principal candidat de l'opposition, Atikou Abubakar, l'état de la Damawa, ses habitants et ses déplacés se sentent oubliés. Confrontés à des amphis et des logements universitaires surpeuplés, malgré quelques progrès récents, les étudiants continuent à avoir la vie dure au Sénégal. Le prochain président devra donc miser sur une jeunesse mieux formée pour assurer le décollage économique du pays. Reportage. Faute de place pour un bureau, c'est sur son lit que Saliou Samb révise ses cours de droit. Ils sont 6 étudiants à se partager les 3 lits de cette chambre de 10 mètres carrés sur le campus d'une université de Dakar. On vous demande d'être excellent. Or, en réalité, les conditions ne sont pas réunies, que ce soit les conditions financières, que ce soit les conditions d'hébergement, comme on le dit. Le président Macky Sall a promis de faire du Sénégal un pays émergent en s'appuyant sur des infrastructures modernes et des campus d'excellence. Une véritable course contre la montre dans un pays où plus d'un tiers de la population a moins de 15 ans et qui pourrait voir le nombre d'étudiants doubler dans les prochaines années. Conçue pour 20 000 étudiants, cette université en accueille aujourd'hui près de 4 fois plus. On n'a pas assez de salles, on n'a pas assez d'amphithéâtres, on n'arrive pas à les organiser en petits groupes. Dans l'université Cheikh Anta Diop, c'est un enseignant pour 67 étudiants, mais pour la faculté des lettres et sciences humaines, qui est notre faculté, c'est un enseignant pour 137 étudiants. Alors que la norme UNESCO est d'un enseignant pour 26. Face aux critiques, les responsables de l'université mettent en avant les réalisations de ces dernières années. La création de 4000 places en chambre étudiante et la rénovation d'amphithéâtres et d'un réfectoire. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les infrastructures sociales sont maintenant suffisantes. Ce qui donne l'impression de leur insuffisance, c'est que les effectifs sont pléthoriques. Et là, le gouvernement sénégal également en est conscient et a entrepris la construction de nouvelles universités. L'éducation sera un enjeu de taille pour le prochain président, alors que le pays doit compter sur une jeunesse mieux formée pour assurer son décollage économique. En Ouganda, le parti au pouvoir soutient la candidature du président Yoweri Museveni et ce, pour un 6e mandat en 2021. Et c'est à l'issue d'un conclave de plusieurs jours que cela a été décidé. Plus de précisions à travers ces images. Le parti au pouvoir en Ouganda a annoncé mercredi avoir approuvé la candidature du président Yoweri Museveni pour la présidentielle de 2021, lors de laquelle il briguera un 6e mandat. C'est au terme d'une retraite de 5 jours présidée par le président Yoweri Museveni lui-même dans un hôtel luxueux du parc national de Murchison Falls, dans le nord-ouest du pays, que cette résolution a été adoptée à l'unanimité par le comité exécutif central du parti. Dans cette résolution, le mouvement de la résistance nationale a appelé le chef de l'État ougandais, au pouvoir depuis 33 ans, à continuer à diriger le mouvement et l'État en 2021 et au-delà pour éliminer les freins à la transformation de ce pays d'Afrique de l'Est. L'annonce du parti fait suite à une réforme constitutionnelle controversée, accompagnée de manifestations de l'opposition et de scènes de pugilat au Parlement, qui a supprimé fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour pouvoir être élu président. L'opposition accuse Yoweri Museveni, ancien guerrier qui a pris le pouvoir en 1986, de vouloir rester président à vie. En juillet 2018, la Cour constitutionnelle avait validé l'amendement et la majorité des observateurs en Ouganda s'attendent à ce que la Cour suprême, saisie par une opposante et un militant des droits de l'homme notamment, fasse de même. À noter que Yoweri Museveni est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent, dans un pays où un habitant sur 2 a moins de 16 ans. Le gouvernement centrafricain s'est voulu rassurant ce mercredi à propos de l'accord de paix qu'il a signé le 6 février à Bangui avec les groupes armés contrôlant 80% du pays. Pour le ministre de la Communication, le dit accord est en train d'être mis en œuvre. Les précisions.
Dès que l'accord a été signé, nous avons pris toutes les dispositions pour faire ce qui était demandé ou requis. L'accord est en train d'être mis en œuvre, a déclaré le ministre de la Communication, Ange Massim Kazagui, lors d'une conférence de presse à Bangui. Cet accord de paix prévoit notamment qu'un gouvernement inclusif soit nommé immédiatement après signature de l'accord, ce qui n'a pas encore été fait. Mais selon Kazagui, il n'y a pas de souci concernant le remaniement ministériel à venir. Une commission inclusive composée des représentants des partis en conflit a bien été créée par un décret du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, comme le stipule l'accord. Elle doit préparer le travail d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation qui doit être mise en place dans moins de 3 mois. Cette commission inclusive a la responsabilité de qualifier et de proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice. Plusieurs incidents impliquant des membres de groupes armés ont cependant eu lieu ces derniers jours. 2 éléments armés non identifiés ont notamment été tués ce mardi sur l'as Bambara à Lindao dans le centre, après avoir ouvert le feu sur une patrouille de l'ONU, a annoncé le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA. Il y aura peut-être des incidents, des difficultés, des tentatives de recul, mais est-ce que cela voudra dire que l'accord est obsolète? Non, a affirmé Kazagui. L'accord de paix de Khartoum, le 8e depuis le début de la crise en Centrafrique en 2013, a été préparé par l'Union africaine et salué par tous les partenaires du pays. Je l'annonçais en titre, Human Rights Watch a appelé ce mercredi le Parlement tunisien à abandonner ou à réviser en profondeur un projet de loi sur les pouvoirs du gouvernement lors des périodes d'état d'urgence. L'ONG estime qu'il équivaut à un retour en arrière. Les détails. Les pouvoirs sans limite octroyés par ce projet de loi constitueraient un retour en arrière en ce qui concerne beaucoup de droits que les Tunisiens se battent pour protéger depuis la révolution de 2011 contre la dictature, a estimé Amna Gelali, responsable du bureau de Tunis de Human Rights Watch, dans un communiqué. L'état d'urgence a été constamment renouvelé en Tunisie depuis 2015, après un attentat djihadiste ayant tué des gardes présidentiels à Tunis. Il est réglementé par un décret datant de 1978 sous l'ère du premier président de la Tunisie, Habib Bourguiba. Il permet notamment aux autorités d'interdire les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre, de fermer provisoirement salles de spectacle et débits de boissons, ainsi que de prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature. Fin novembre 2015, le président Béji Caïd Essebsi a présenté un projet de loi modifiant le cadre légal de l'état d'urgence qui est en examen par la Commission parlementaire des droits et des libertés depuis le 18 janvier 2019. L'objectif est d'adapter le cadre législatif régissant l'état d'urgence à la Constitution et au système législatif national selon la note explicative jointe à ce texte. Mais selon Human Rights Watch, le Parlement tunisien devrait abandonner ou revoir en profondeur ce texte qui donnerait au gouvernement des prérogatives exorbitantes lui permettant de restreindre les droits lors des périodes d'état d'urgence. Le projet de loi permettrait aussi au ministre de l'Intérieur de placer les gens sous contrôle administratif, ce qui leur impose de venir signer dans un poste de police 3 fois par jour, ajoute l'ONG. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.